transfère ton entreprise à mon fiancé, a sifflé ma sœur tout en souriant doucement. Mes parents appelaient cela de l'amour familial. J'ai diffusé sa voix devant 2 scènes invités, elle s'est figée, puis s'est enfuie. Ma sœur a exigé que je cède une partie de mon entreprise à son fiancé, mais elle ne s'attendait pas à ce que mes actions, ce jour-là, brisent toutes ses illusions. Bonjour, je m'appelle Inès et voici l'histoire de la façon dont ma sœur m'a demandé de remettre une part de l'entreprise que j'ai bâtie de zéro comme cadeau de mariage pour son fiancé. Au début, j'ai cru que c'était une blague. Puis elle a souri comme si c'était par amour. Ensuite est venu le contrat avec ma signature falsifiée. Puis le silence quand j'ai demandé à mes parents de me soutenir. Ils ont dit, ne fais pas de vagues. Elle a dit, tu me dois tout. Et quand j'ai refusé, ils ont tous dit que j'avais ruiné la famille. Mais que se passe-t-il quand une femme cesse de jouer le rôle qu'on a écrit pour elle et écrit le sien? Je ne m'étais pas assise à la table de la salle à manger de mes parents depuis des mois, non pas faute d'invitation. Ils m'invitaient assez souvent. Mais parce que je savais toujours que ces dîners s'accompagnaient d'une tension sous-jacente, d'une enquête subtile sur ma vie privée, d'un commentaire acerbe de ma mère déguisé en douce sollicitude, une conversation qui me laissait me demander pourquoi j'étais venu. Mais ce soir-là, au début du mois de mars, quelque chose dans le ton de ma sœur au téléphone m'a fait croire que ce serait peut-être différent. Tu seras là, n'est-ce pas, avait demandé Camille, la voix mielleuse, décontractée. C'est juste en famille. Pas de grande production. Promis. Cela aurait dû être mon premier indice. Ma sœur ne fait jamais rien sans grande production. J'ai conduit du centre-ville de Lyon vers Villefranche-sur-Saône cet après-midi-là, fenêtre baissée, laissant la brise chasser mon hésitation. C'était une de ces douces soirées de printemps où l'air garde encore une trace d'hiver. Le ciel avait une teinte dorée qui rendait tout plus doux. En arrivant dans l'allée de mes parents, la maison semblait inchangée. Briques claires, volets rouges, pots de fleurs que ma mère arrangeait toujours comme une horloge. À l'intérieur, l'odeur du saumon au four et des pommes de terre au romarin essayait de réchauffer les contours de quelque chose de plus froid. Regardez qui arrive enfin, gazouilla ma mère, Valérie, se penchant pour une bise qui effleura à peine ma joue. Tu as l'air fatigué. Je travaille trop encore. C'était un gros mois, répondis-je en retirant mon manteau. Nous venons de lancer un projet pilote régional avec 4 académies. Toujours avec ton truc d'application éducative, demanda-t-elle, souriant comme s'il s'agissait d'un projet de kermesse. Laurent, mon père, se tenait au fond du salon tenant un verre de whisky. Il fit un bref signe de tête. Pas de sourire. C'était le maximum de chaleur dont il était capable. Camille arriva en dernier comme toujours, portant un chemisier crème et un pantalon ajusté comme si elle sortait d'un catalogue de mode. Damien la suivait, beau et poli dans ce genre fade typique des agents immobiliers. Petite sœur, dit-elle, les bras tendus, la voix une octave plus haut que la normale. Contente que tu aies pu te joindre à nous, le petit peuple, ce soir. Je lui rendis son étreinte avec raideur. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Le dîner commença de manière prévisible. Maman posa des questions sur ma santé. Papa ne demanda rien. Damien parlait à peine. Camille jouait la modératrice, oscillant entre les histoires de recherche de lieux et les drames des préparatifs de mariage. Quelque part entre le saumon et le dessert, elle tapota doucement son verre de vin avec une fourchette. Avant de conclure cette belle soirée, dit-elle en se levant, je veux juste prendre un moment pour remercier quelqu'un de très cher à mes yeux. Je jetai un coup d'œil à ma mère. Elle avait l'air ravie. Damien avait l'air d'avoir répété son rôle. Camille continua, ses yeux se posant sur moi. Mon incroyable petite sœur, dit-elle, a généreusement accepté d'offrir une part de son entreprise à Damien et moi comme cadeau de mariage. N'est-ce pas incroyable? Il m'a fallu une seconde pour assimiler ce que je venais d'entendre. Ma fourchette s'arrêta en l'air. Quoi, dis-je, le mot restant coincé dans ma gorge, mais personne ne le remarqua. Tout le monde applaudissait déjà. Mon père leva son verre. Ma mère rayonnait comme si elle acceptait le cadeau elle-même. Je forçai un sourire et levai mon verre un peu trop tard. Mes joues brûlaient, mais pas de fierté. Juste une petite participation, chuchota Camille plus tard alors que nous débarrassions les assiettes. C'est surtout symbolique. N'y pense pas trop. Symbolique. Ce mot résonna. Elle se pencha plus près. C'est déjà en marche. Ne rends pas ça gênant, Inès. Je la regardais. Je la regardais vraiment.
La façon dont elle se tenait, confiante, comme quelqu'un qui savait qu'elle ne serait pas remise en question. Quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non. Tu devrais être fier, intervint ma mère derrière moi. C'est beau ce que tu fais. La famille avant tout, n'est-ce pas? J'avalais l'envie de crier. Bien sûr, la famille. Après le dessert, les invités se dispersèrent. Damien discutait avec mon père d'une transaction foncière. Ma mère disparut dans la cuisine. C'est alors que Camille s'approcha, une enveloppe à la main. Tiens, dit-elle doucement. Pas de pression, juste une formalité. Je pris l'enveloppe. Elle était plus lourde que je ne le pensais. Écoute, je sais que ça semble rapide, ajouta-t-elle, sa voix s'adoucissant. Mais ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'héritage. De confiance. Tu nous fais confiance, n'est-ce pas? Elle m'embrassa à nouveau sur la joue et se détourna. Je restai là, seul dans le couloir, l'enveloppe serrée dans ma main. Le bruit des rires venait de la salle à manger. Ma famille célébrait une décision que je n'avais pas prise. L'enveloppe chauffait dans ma paume comme si elle pouvait brûler ma peau si je la tenais trop longtemps. Je ne l'ouvris pas. Pas encore. Je restais juste figé, à écouter. Le trajet de retour vers mon appartement à Lyon ce soir-là fut silencieux. Pas de musique, pas d'infos, pas même le bourdonnement occasionnel de mon téléphone. Je n'allumais pas les lumières en entrant. Je laissai mon sac près de la porte, enlevai mes chaussures et posai l'enveloppe sur la table basse comme si elle était contaminée. Puis je restai assise là à la fixer tandis que le bourdonnement de la ville filtrait par les fenêtres derrière moi. Le sommeil ne vint pas facilement. Je restai au lit, retournant chaque regard que Camille m'avait lancé. Chaque mot glissé de sa bouche polie, essayant de déterminer quand le piège avait été tendu. Quelque part entre la famille avant tout et il ne rend pas ça gênant, j'étais passé de petite sœur à moyen de pression. Au matin, ma gorge était sèche, mon corps raide d'une nuit de demi-sommeil. L'enveloppe trônait toujours sur la table, intacte, mais menaçante. Elle semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être, comme si elle avait absorbé la tension de la pièce pendant la nuit. Je me fis d'abord un café. J'avais besoin de tenir quelque chose de chaud avant de déchirer la trahison que Camille avait habillée de jargon juridique. J'ouvris le rabat doucement, m'attendant à quelque chose de fragile. Ce que je trouvais n'était pas fragile du tout. C'était tranchant, calculé. Le document à l'intérieur n'était pas juste un geste symbolique. C'était un accord de transfert de capital presque finalisé nommant Damien Boissier comme actionnaire minoritaire de mon entreprise. Au bas de la page 2, mon nom apparaissait en cursive soigné et exercé. Sauf que ce n'était pas la mienne. Je ne signe pas mon nom comme ça. Pas avec une boucle OB ou un large espacement entre le prénom et le nom, mais c'était assez proche pour passer au premier coup d'œil. Assez proche pour hérisser tous les poils de ma nuque. J'aplatis les papiers et pris des photos de chaque page. Puis j'envoyai un texto à Manon, ma conseillère juridique interne. Salut, j'ai besoin que tu confirmes si cela vient de chez nous. J'ai trouvé quelque chose de troublant. Elle répondit en quelques minutes. Je n'ai pas préparé ça, mais c'est l'un de nos modèles modifiés la semaine dernière. Tu ne l'as pas demandé? Non, répondis-je. Peux-tu voir qui y a accédé? Manon prit son temps. Je marchais dans mon appartement, faisant les 100 pas, remplissant mon café, jetant des coups d'œil à l'enveloppe comme si elle allait exploser. Le soleil était à peine levé, mais mon esprit avait déjà 2 coups d'avance. Finalement, Manon envoya un autre message. L'utilisateur était Inès B. Donc, toi? Non, répondis-je. C'est moi, mais je ne me suis pas connecté la semaine dernière, ajouta-t-elle. L'heure était 23h24, le 22 février. Nous enregistrons aussi les IP si tu veux une trace complète. Oui, s'il te plaît, sors-les et ne dis rien à personne pour l'instant. Je raccrochai et m'assis sur le bord de mon canapé, regardant la ligne d'horizon silencieuse. Si c'était une erreur, je m'en occuperais. Mais si quelqu'un avait falsifié mon nom, si quelqu'un était entré dans le système juridique de mon entreprise en se faisant passer pour moi, c'était la guerre. En fin de matinée, j'avais le journal de traçage de notre directeur technique, Nicolas. Je savais que je pouvais lui faire confiance. Nous avions lancé l'entreprise ensemble il y a 5 ans depuis un Starbucks et un espace de coworking qui sentait le nettoyant pour sol et le désespoir. Il ne posa pas de questions quand je lui envoyai le fichier. Tu veux juste que je creuse?
Je répondis par un mot. Oui. Il rappela 30 minutes plus tard. Inès. J'ai tracé l'IP. Tu ne vas pas aimer. Je me préparais. Continue. C'est enregistré sur un routeur résidentiel lié à une propriété à Écully, dit-il. Et cette propriété est au nom de Damien Boissier. Voilà. J'expirais par le nez, les yeux rivés sur l'écran comme s'il venait de m'accuser de quelque chose. Tu es sûr? Certain. Au moment où je te parle, quiconque a accédé à ce modèle a utilisé tes identifiants de connexion depuis son Wi-Fi domestique. Ce n'était pas aléatoire. Je le remerciai et raccrochai. Je restai immobile un moment, le bourdonnement de mon réfrigérateur soudain assourdissant. Je pensais au nombre de fois où j'avais entendu Damien dire qu'il ne s'intéressait pas aux trucs technologiques ou que Camille gérait tout ce charabia commercial. Quelle façon pratique de se cacher derrière le rideau tout en détournant les projecteurs. J'ouvris mon ordinateur portable et commençai à tout sécuriser, email, outils internes, connexion administrateur. Puis j'ouvris un document vierge et tapai un nouveau titre, chronologie des abus. C'est alors qu'un autre message apparut sur mon écran. Pas un email, un message interne de notre outil de feedback sécurisé. Normalement, c'était anonyme pour que le personnel soumette des plaintes, mais celui-ci avait un nom, ou plutôt une lettre. Surveille tes permissions. Tous ceux qui te sourient ne sont pas de ton côté. Z. Je ne connaissais personne dans l'entreprise qui signait avec ça. J'analysai les journaux en arrière-plan et découvris que cela avait été soumis depuis l'un des comptes de développeurs juniors. Zoé le marchand. Zoé parlait à peine. Elle était calme, venait travailler avec la même veste en jean délavée tous les jours et gardait ses écouteurs comme un bouclier, mais elle remarquait les choses. Je répondis simplement, noté. Merci. Elle ne répondit pas, mais le message était passé. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas paranoïaque et je n'étais pas seul. Je me penchai en arrière, laissant la chaise basculer jusqu'à la butée. Puis je fixai le plafond pendant un long moment. Ma sœur et son fiancé avaient orchestré quelque chose en sous-main, souriant à chaque dîner, chaque fête prénuptiale, chaque faux compliment sur combien j'étais devenue impressionnante. Je devais prendre les devants avant que Camille ne transforme cela en son récit. Avant que Damien ne distribue des actions qui ne lui appartenaient pas, avant que quiconque d'autre ne croie leur version des faits, je pris mon téléphone et appelai Asia. C'était ma directrice financière et l'une des rares personnes en qui j'avais une confiance absolue. « Bonjour », dit-elle d'une voix ensommeillée. « Ça va ? » ?»« Pas encore, » dis-je. « Mais je dois te demander quelque chose de sérieux. »« Vas-y. » Si je te disais que quelqu'un a accédé à nos modèles juridiques en utilisant mes identifiants et que ce quelqu'un vit avec ma sœur, que ferais-tu ? Il y eut un silence. Je dirais qu'il est temps de resserrer tous les boulons. Exactement. Nous fixâmes une réunion pour l'après-midi même. Audit complet du système. Réinitialisation des administrateurs discrètement, sans alerter le conseil d'administration. Je ne voulais pas que cela devienne un ragot. Je voulais des preuves. Je voulais reprendre le contrôle. À midi, j'avais 3 dossiers sur mon bureau intitulés faux, journaux d'accès, témoins. Je renorais l'enveloppe de la veille. Je ne l'appelais plus un cadeau. Maintenant, elle se nommait pièce à conviction A. Le curseur clignotait sous le nom de Damien comme s'il me mettait au défi de faire le prochain mouvement. Et je ne sciais pas. Je fermais juste l'ordinateur, me levais et laissais le silence m'engloutir. Je marchais dans la cuisine, rinçais ma tasse, puis restais juste debout à l'évier un moment, les mains posées sur le bord, le regard dans le vide. Je pouvais sentir quelque chose changer en moi. Pas de la panique, pas de la colère, quelque chose de plus froid, de plus immobile. Je ne voulais pas de musique. Je ne voulais pas de podcast. Je ne voulais pas de la télévision murmurant en arrière-plan comme elle le faisait souvent quand je travaillais tard dans la nuit. Je voulais juste le calme. Le genre de calme qui laisse la vérité résonner plus fort que toute distraction. Il était presque 18 heures quand le ciel dehors passa du bleu au gris cendré. Les lampadaires s'allumèrent devant ma fenêtre un par un. Les contours de la ville s'adoucirent dans le crépuscule. Je me rassis sur le canapé, laissant la lumière de l'ordinateur briller faiblement dans la pièce, projetant de longues ombres derrière moi. C'est alors que le message apparut. Camille. Pas d'objet, juste une ligne de texte. Notre proximité me manque. Réglons ça avant que ça ne devienne moche.
Ci-joint se trouvait un fichier vidéo nommé dans son style dramatique habituel, Nous les sœurs.mp4. J'ai cliqué dessus. Bien sûr que j'ai cliqué. L'écran s'est fondu sur un clip de film familial. Nous étions petites filles, pieds nus dans notre jardin, couvertes de boue et riant si fort que nos estomacs nous faisaient mal. L'audio grésillait avec l'âge. Je devais avoir 7 ans. Elle en avait 11. Dans la vidéo, elle attrapait ma main et criait sur un voisin qui m'avait traité de tête de balai. Elle est plus intelligente que tu ne le seras jamais, avait dit Camille. Laisse-la tranquille. À l'époque, cela signifiait tout pour moi. Elle était toujours intervenue, m'avait protégé. Elle était la fille qui prenait le blâme quand je cassais le vase préféré de maman. La sœur qui avait un jour renoncé à l'argent de sa robe de bal pour que je puisse aller à ce camp scientifique. Je restais assise à regarder, me souvenant. Puis la musique changea, plus douce, plus soignée. Une transition fluide des vieilles images aux photos, anniversaires, remises de diplômes, fêtes de mariage. Chaque image parfaitement sélectionnée. Chaque moment où elle avait l'air composée, et moi reconnaissante. C'était subtil mais indéniable. Je me penchai alors qu'une photo restait un peu trop longtemps. C'était lors du gala de la 3e année de mon entreprise. L'éclairage était ajusté. Mon visage éclairci. Le sien assombrit juste assez pour la pousser à l'arrière-plan. Et puis vint sa voix. Inès, dit-elle, son ton doux, mielleux, répété. Tu sais à quoi ressemble l'amour, alors montre-le. La vidéo se termina sur une photo de nous debout sur le porche de notre maison d'enfance. J'avais 15 ans. Elle en avait 19. Elle avait son bras autour de moi et je souriais si largement. On aurait pu croire que je pensais que le monde était sur tant qu'elle était près de moi. Je ne bougeais pas pendant un moment. Je laissais juste le calme s'étendre. Le seul son était le doux bourdonnement de mon frigo, le craquement occasionnel du bâtiment qui travaillait. Elle jouait sur le long terme. Il ne s'agissait pas de fraternité. C'était du contrôle d'image théâtrale. Elle me transformait en rôle secondaire dans son récit, cadré soigneusement pour susciter la sympathie, l'unité, la loyauté, toutes les choses qu'elle ne pouvait plus exiger à voix haute. J'ouvris la vidéo à nouveau, la ralentis dans l'éditeur, regardai comment les transitions favorisaient les couleurs de son thème de mariage, remarquai combien de scènes excluaient mon travail, mes employés, mes membres du conseil, remplacés à la place par des journées au spa et des cafés, et le fantasme de 2 sœurs qui ne s'étaient jamais éloignées. Ce n'était pas une offre de paix. C'était du marketing personnel. Je ne pleurais pas. Je n'enrageais pas. Je sentis juste quelque chose en moi s'enclencher. Pas se briser, juste se repositionner. Je chuchotais à voix haute, je ne fais plus partie de ta bande-annonce. Puis j'appuyai sur supprimer. Le fichier disparut de mon système, mais il n'emporta pas la douleur avec lui. Je me penchai en arrière, le canapé m'engloutissant tout entière, et fixai le plafond. Pas de larmes, juste des calculs. Elle savait ce qu'elle faisait. Ce fichier n'était pas destiné à la réconciliation. C'était des munitions au cas où je riposterais. Quelque chose pour montrer au monde combien elle avait essayé, combien elle aimait, combien je refusais d'apprécier, un récit de secours pour quand son plan deviendrait laid. Et maintenant je devais répondre, pas avec un message, pas avec une vidéo correspondante, mais avec des limites, des vrais. Je traversai la pièce jusqu'à mon bureau et ouvris une nouvelle note interne. Objet, mise à jour urgente de la politique d'accès aux identifiants. Je tapais, effectif immédiatement. Tout accès administratif partagé au modèle de projet, dépôt juridique et fichier d'archives nécessitera une authentification biométrique des personnes désignées. Aucune exception. Tous les identifiants existants seront examinés et révisés. Pas d'émotion, pas d'explication, juste du contrôle. Je l'envoyai à Asia, Nicolas est notre responsable de la conformité. Je ne leur donnais pas le contexte. Pas encore. Ils l'auraient quand ils en auraient besoin. Pour l'instant, j'avais juste besoin que la porte dérobée soit verrouillée. L'horloge passa 19h30 quand je marchais finalement dans la salle de bain. Mes pieds étaient froids. J'avais oublié mes chaussettes. J'allumai la lumière et fis face au miroir. J'étais là. Même cerne, même léger pli entre mes sourcils. La même femme qui avait laissé sa sœur piétiner chaque limite parce que le mot famille avait été utilisé comme une laisse pendant bien trop longtemps. Je ne dis rien. Je fixais juste, attendant les larmes qui ne venaient pas.
Je mis une alerte de calendrier sur mon ordinateur portable, réunion avec le juridique. Préparer le plan B. Puis je fermai le capot avec un clic doux, pressai ma paume à plat contre la surface lisse de mon bureau et m'assis en arrière dans ma chaise, fixant la brume du soir roulant sur la ligne d'horizon. Les fenêtres avaient commencé à s'embuer avec le changement de température, la dernière lumière du soleil saignant dans un bleu plus sombre. Quelque part au loin, une sirène hurla, mince et mécanique, avalée par le bourdonnement de la ville. Cette nuit-là, je dormis moins de 4 heures. Ce n'était pas le stress. Plus maintenant. Cette phase était passée. L'insomnie venait de quelque chose de plus profond maintenant. La conscience, le genre qui s'enfouit sous la peau une fois qu'on a trop vu, trop entendu, découvert les circuits derrière l'illusion. Il n'y a pas de retour en arrière après avoir vu comment fonctionne la machine derrière le rideau. Pas de retour au confort du peut-être que c'est juste moi. J'avais franchi un seuil, et les seuils ne viennent pas avec des portes de sortie. 2 jours plus tard, je me tenais devant le miroir de ma chambre, lissant le devant d'une robe bleu marine que je n'avais pas portée depuis plus d'1 an. Le tissu semblait plus lourd que dans mes souvenirs. Ou peut-être était-ce juste le poids de l'après-midi à venir. Je me regardais, souhaitant n'importe quelle autre excuse pour rester à la maison. N'importe quel échappatoire plausible qui ne déclencherait pas un appel téléphonique ou une leçon de morale. Mais Valérie avait insisté. Elle m'avait appelé 2 fois la veille au soir. Sa voix mielleuse avec cette chaleur performative qu'elle utilisait quand elle voulait jouer la diplomate. C'est juste un brunch de 90 minutes. Tu peux t'asseoir, sourire et être civil pour la famille. Famille. Ce mot encore. Toujours une laisse, jamais une bouée de sauvetage. L'Hôtel-Dieu de Lyon était tout le monument luxueux qu'il promettait d'être, poli jusqu'à briller. Des lustres en cristal au-dessus. Un trio à cordes jouant de la musique de chambre dans un coin comme s'ils avaient été héliportés d'un mariage royal. Des arrangements floraux débordaient de chaque coin. Des vases aussi hauts que mon torse. Une surcompensation pour quelque chose qui n'avait plus de véritable éclat. Camille ne croyait pas au subtil. Elle ne l'avait jamais fait. Ce n'était pas un brunch. C'était un couronnement. Un rameau d'olivier déguisé en réception. En entrant dans la salle, je sentis la température chuter. Pas l'air, mais la conversation. Un changement dans l'énergie de la pièce. La façon dont les gens modulent instinctivement quand quelqu'un dont ils ont discuté derrière des portes closes entre en vue. Les sourires s'aiguisèrent, puis devinrent flous, les têtes s'inclinèrent avec une curiosité exercée. Personne ne dit rien directement. Cela aurait été gauche. Au lieu de cela, un coordinateur d'événements bien habillé me guida vers une table près du fond, près d'une porte latérale, à moitié protégée par une colonne décorative. Le placement disait tout. Nous t'avons invité, mais ne confonds pas cela avec de l'inclusion. Le carton de placement devant mon couvert lisait « I ». Juste ça. Pas de nom de famille, pas de titre, pas de Beringer, pas de fondatrice, pas même sœur de la mariée, une initiale, un espace réservé, une technicalité. Je le pris entre 2 doigts, le retournai, puis le reposai, face contre terre. Ma mère me frôla quelques minutes plus tard, sa main effleurant mon épaule aussi légèrement qu'une arrière-pensée. Ne faisons pas de scène, chérie. Souris. Tu es là. C'est ce qui compte. Avant que je puisse répondre, elle s'était déjà éloignée, embrassant la joue de quelqu'un d'autre, se déplaçant dans la pièce comme un diplomate bien huilé, l'évitement déguisé en grâce. Je scrutais la foule. Camille se tenait au centre, rayonnant en blanc. Bien sûr. Ses cheveux étaient relevés en un chignon compliqué, savamment décoiffé de la manière qui prend 1 heure et 2 stylistes. Elle ressemblait à une débutante de la haute société réinventée pour les réseaux sociaux. La flanquant se trouvaient Damien et 2 femmes de sa suite nuptiale, tous rayonnants, tous formatés. Elle riait facilement, une main effleurant légèrement l'épaule de Damien. Je m'assis tranquillement, sirotais mon eau gazeuse et essayais de ne pas regarder mon téléphone. Il n'y avait aucune dignité dans la fuite. Pas encore. Alors que le brunch touchait à sa fin et que les assiettes étaient débarrassées, le trio passa à une interprétation lente et sentimentale de Can't Help Falling in Love. Les serveurs apportèrent de minuscules desserts en forme de signes et de cœur, et puis le tintement familier du verre. Camille se leva. Toutes les conversations cessèrent. Elle tenait sa flûte de champagne avec la précision de quelqu'un qui avait répété ce moment, probablement devant son miroir. « Je veux juste dire quelques mots », commença-t-elle,
sa voix projetée sans effort. Aujourd'hui n'est pas seulement une célébration. C'est reconnaître les personnes qui ont rendu ce nouveau chapitre possible. Elle fit une pause dramatique, laissant le silence bercer l'anticipation. Et j'aimerais particulièrement remercier quelqu'un de très cher à mes yeux, quelqu'un qui m'a soutenu, défié et s'est tenu à mes côtés quand cela comptait le plus. Ma sœur Inès. Toutes les têtes dans la salle se tournèrent. Je sentis mon dos se redresser instinctivement. Mémoire musculaire entraînée par des années de performance forcée. Je clignai des yeux mais ne souris pas. Ta générosité signifie tout pour nous, continua-t-elle, sa voix mielleuse. Ta décision de partager ton succès, d'offrir une partie de ton entreprise comme cadeau de mariage, est plus que gentille. C'est un symbole de la force réelle de notre lien familial. Applaudissements. Vrai, soutenu, sans hésitation. Les gens se tournèrent vers moi avec admiration, hochement de tête, vers levé. Certains applaudissaient avec un plaisir sincère, d'autres par politesse, mais personne ne remettait en question ces paroles. Je levai légèrement mon verre, juste assez haut pour reconnaître l'attention, pas assez haut pour affirmer le mensonge. À l'intérieur, quelque chose se contracta. Elle avait réécrit l'histoire encore une fois, cette fois devant 60 personnes qui porteraient sa version dans le monde comme un évangile. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, je retirai ma robe bleu marine comme si elle pesait sur ma peau. Je me changeai en pantalon de jogging et me versai un verre d'eau. À la table de la cuisine, j'ouvris mon ordinateur portable. Ma boîte de réception attendait. Objet, félicitations. Un investisseur de longue date, impatient, ravi. Entendu parler de la nouvelle édition de la direction. Hâte de voir comment Damien renforce l'équipe. Nous devrions nous connecter bientôt pour les prochaines étapes. Je ne répondis pas. Au lieu de cela, j'ouvris un dossier sur mon bureau intitulé Confinement. À l'intérieur, capture d'écran, journaux de mai, fichiers horodatés, chaque transcription d'appel pertinente, note de réunion, projet juridique, déclaration enregistrée. Ce n'était pas pour la vengeance. Pas encore. C'était pour la clarté. C'était pour les archives parce que je savais ce qui arrivait et je savais que si je n'agissais pas, Camille contrôlerait le récit à nouveau. Elle réécrirait l'histoire jusqu'à ce que je sois effacé de mon propre travail, de mon propre héritage. Je commençais à construire une chronologie privée, chronologique, méticuleuse, qui avait dit quoi et quand, ce qui avait changé et comment. À un moment donné, j'arrêtai de taper et levai les yeux vers le mur blanc en face de mon bureau. Je le dis à haute voix à personne, tu voulais une performance ? D'accord. Je le chuchotai, mais cela atterrit comme une vérité. Tu en auras une, mais c'est la dernière que tu écriras jamais pour moi. Puis je sauvegardai le fichier et programmai une réunion avec mon avocat. Cette fois, l'histoire serait la mienne à raconter. Le calendrier sonna. Dîner, discussion finale. Mais je n'ouvris pas l'invitation tout de suite. Je la fixai juste quelques minutes, laissant les implications se déposer comme de la poussière sur une étagère oubliée. Mes yeux dérivèrent vers l'horloge dans le coin de l'écran. Il était juste après 10 heures du matin. La lumière du soleil filtrait à travers les stores en longues lignes inégales sur le sol. J'attrapai mon café, pris une gorgée et le reposai sans le goûter. C'est alors que l'on frappa. Pas fort, mais ferme, professionnel. J'ouvris la porte pour trouver un coursier de l'autre côté tenant une enveloppe élégante avec une adresse de retour estampillée en or. Cabinet Martin et Fil. L'avocat de longue date de mes parents. Mademoiselle Beringer, demanda le coursier. Oui. Signature, s'il vous plaît. Je signai, pris l'enveloppe et fermai la porte derrière moi. Je ne m'assis pas. Je ne retournai même pas à mon bureau. Je l'ouvris, debout au milieu de mon salon, comme si le lire assez vite pouvait le changer. La lettre à l'intérieur était épaisse d'implications et enveloppée de fausses civilités. Ils avaient été informés, c'était le mot qu'ils utilisaient, que j'avais initié des étapes préliminaires vers le transfert de propriété d'un intérêt non majoritaire dans Beringer Learning Technology. Le document disait que le cabinet était reconnaissant pour ma volonté de soutenir l'avenir de l'union avec les Boissier et était prêt à finaliser l'accord dans les meilleurs délais. Ils incluaient un projet de document de clôture avec une date de signature prévue 2 semaines plus tard. Pas une phrase ne demandait confirmation. Pas une ne faisait référence à mon consentement direct. C'était comme si j'avais hoché la tête au dîner, souri gracieusement au brunch et remis des années de travail comme des cadeaux de fête. Je lus la lettre 3 fois.
Puis je la relus. Il n'y avait pas une seule référence à mon intention, juste un vague jargon juridique sur l'alignement verbal et l'intérêt mutuel anticipé. Il se fichait de ce que j'avais réellement dit. Il se souciait de ce que Camille leur avait dit que j'avais dit. Je marchai dans mon bureau, fermai la porte et m'assis à ma table. J'ouvris un document vierge intitulé « Réponse à Martin ». Je commençai à taper les premières lignes aussi tranchantes qu'une lame, acquis de droit. Vos hypothèses concernant mon intention sont catégoriquement fausses. Mais après 5 paragraphes, je m'arrêtai. Mes mains planaient au-dessus du clavier. Mon cœur battait la chamade, mais pas de peur, de déception, d'épuisement. Je sauvegardai le brouillon, réduisis la fenêtre et me penchai en arrière dans ma chaise, fixant le plafond. Il n'y avait qu'un seul endroit où aller, une seule personne restante qui pourrait comprendre la gravité de ce que cela signifiait, s'il choisissait de comprendre du tout. Je conduisis jusqu'à Villefranche cet après-midi-là. Les arbres bordant la route familière portaient encore le vert frais du début du printemps. La même boîte aux lettres se tenait au bord de l'allée, sa peinture écaillée au coin. La voiture de ma mère n'était pas là, ce qui était exactement ce que j'espérais. Je sonnai et attendis. Laurent ouvrit la porte. Il ne sourit pas. Il ne le faisait jamais vraiment. « Salut », dis-je. « Tu as une minute ?» Il s'écarta sans un mot, et je le suivis dans la cuisine. Il se servit un verre de thé glacé, ne m'en offrit pas, et s'assit à la table comme si nous allions parler de l'entretien de la voiture. Je sortis la lettre de mon sac et la posai sur la table. « J'ai reçu ça aujourd'hui », dis-je, tapotant l'enveloppe du cabinet Martin. Il n'y toucha pas, me regarda juste comme s'il attendait la chute. Ils agissent comme si j'avais accepté de donner une partie de mon entreprise à Camille et Damien, dis-je. Comme si c'était déjà en train de se faire. Toujours rien. Je n'ai jamais dit oui, papa. Je n'ai jamais accepté. Je n'y ai même jamais fait allusion. Il prit une gorgée de son thé, puis regarda par la fenêtre derrière moi. Camille a dit que c'était une affaire conclue. Bien sûr qu'elle l'a dit, dis-je, les mots venant plus tranchants maintenant. Elle a aussi dit qu'elle m'avait sauvé des brutes et donné sa vie pour la mienne. Ça ne rend pas la chose vraie. Il cligna des yeux. Inès. Non, dis-je en le coupant. Tu dois entendre ça. J'ai passé toute ma vie à la laisser réécrire notre histoire familiale. Elle a le droit d'être l'enfant prodige. Et je suis quoi, le personnel de soutien? Le bruit de fond dans sa bande-annonce? Il croisa finalement mon regard. Peut-être qu'il vaut mieux ne pas faire de vagues. Mon souffle se coupa. Pardon? Il baissa les yeux vers son thé comme s'il était devenu fascinant. Parfois dans les familles, il vaut mieux garder les choses calmes. Je le fixai, attendant plus. Rien. Tu ne m'as pas élevée pour être silencieuse, dis-je. Ma voix se brisa, mais je continuai. Mais tu me demandes de l'être maintenant. Tu me demandes de remettre quelque chose que j'ai construit parce que c'est plus facile que de la confronter. Il ne discuta pas, n'expliqua pas. Il se leva juste et sortit de la pièce. Je restai assise là, seule à la table de la cuisine pendant quelques minutes de plus, regardant la condensation sur son verre former un anneau parfait sur le bois. Puis je ramassai la lettre, la repliai dans l'enveloppe et partis sans fermer la porte d'entrée derrière moi. Le trajet de retour semblait différent. Je n'étais pas en colère. Pas du genre chaud. Je n'étais même pas triste. Ce que je ressentais était quelque chose de plus froid, quelque chose qui se solidifiait. Cette nuit-là, j'ouvris mon ordinateur portable et fixai le brouillon de réfutation. Je survolai le bouton supprimer pendant un long moment avant de cliquer dessus. Puis, j'ouvris un dossier sécurisé que j'avais nommé il y a des mois quand je pensais que j'en aurais peut-être besoin un jour. Il s'appelait le plan B, garder le contrôle. À l'intérieur se trouvaient des contrats, des registres de propriété, des protocoles internes. J'envoyai un texto à Asia. On n'attend plus. Demain, grand ménage. Accès révoqué. Identifiant partagé supprimé. Elle répondit presque immédiatement, sur le coup. Avant d'aller me coucher, je vérifiai mes emails une dernière fois. Un nouveau message était arrivé de Camille. Objet, dîner, discussion finale. Tu vas vouloir voir ça. Ils avaient divulgué quelque chose. C'était le texte avec lequel je me réveillais. Asia n'envoyait jamais de message aussitôt à moins que quelque chose ne soit en feu ou sur le point de l'être.
Je ne me brossais même pas les dents avant d'attraper mon téléphone et de cliquer sur le lien qu'elle avait inclus. Cela menait à une capture d'écran d'une chaîne de mails transférée. Le message en bas venait de l'assistante RP de Camille envoyé à plusieurs contacts mutuels et partenaires de l'industrie. L'objet, synergie d'entreprise familiale passionnante. Le message lui-même était un poison enrobé de sucre. Suite à un beau geste d'unité, nous sommes fiers d'annoncer que Beringer Learning Technology embrasse une vision partagée. Avec le mariage à venir, Damien commencera à jouer un rôle actif dans les partenariats stratégiques à l'avenir. Pas de signatures officielles, pas de pièces jointes juridiques, juste assez de vernis pour paraître authentique, et juste assez d'ambiguïté pour laisser les gens supposer le pire. Je fermais le fichier, m'assis dans mon lit et fixais le plafond. Ils le faisaient. Ils blanchissaient leur histoire à travers les boîtes de réception d'autres personnes. Ce n'était pas juste de la manipulation. C'était une fausse représentation stratégique. Au moment où j'entrais dans mon bureau plus tard ce matin-là, j'avais déjà reçu 3 messages supplémentaires. 2 emails de félicitations d'anciens partenaires à qui je n'avais pas parlé depuis plus d'1 an, et une note plutôt condescendante, hâte de voir comment tu gères la transition d'un investisseur qui avait un jour essayé de me faire la leçon sur l'adoucissement de mon ton de leadership. Je ne répondis à aucun d'eux. Au lieu de cela, je convoquai une réunion avec Nicolas, notre CTO. Nous ne fîmes pas de banalité. J'allais droit au but. J'ai besoin que tu sortes tous les journaux d'accès IP des 30 derniers jours. Filtre par toute activité impliquant des projets d'accord sur le capital ou des changements de permission. Nicolas ne s'y a pas, tu veux que j'inclue les sessions mobiles? Oui, dis-je. Tout. Surtout les accès hors horaire. Compris. En 1 heure, j'avais ce dont j'avais besoin. L'IP correspondait à une enregistrée à l'adresse du domicile de Damien. Et pas juste une fois. Il s'était connecté à nos systèmes back-end sur une période de 3 semaines, toujours tard le soir, toujours après que Camille ait pris de mes nouvelles concernant le mariage. La preuve irréfutable n'était pas un moment unique. C'était un schéma. Je pris une inspiration, regardai Nicolas et dis, sécurise tout. Change les identifiants partagés. Chiffre les archives. Envoie-moi une liste des nouvelles permissions. Seulement toi, moi et Asia au niveau administrateur. Compris. Après son départ, je m'assis et ouvris un document intitulé Déclaration de propriété. Une page, langage simple. Moi, Inès Beringer, suis la seule fondatrice et propriétaire légale de Beringer Learning Technology. Toute réclamation contraire est sans fondement et fera l'objet d'une réponse formelle. Je le sauvegardai, l'imprimai, le signai, et puis je fis quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je l'envoyai à l'ensemble de notre conseil consultatif sans mettre Camille en copie, sans l'avertir, sans préambule. Il était temps que je commence à bouger sans diffuser chacun de mes pas. Ce soir-là, je me forçai à me présenter à un cocktail de réseautage dans le centre de Lyon. Je ne voulais pas y aller, mais si je restais à la maison, Camille continuerait de remplir le silence avec sa version de la vérité. J'avais à peine bu 3 gorgées d'un gin tonic léger quand quelqu'un que je connaissais vaguement, une ancienne collègue d'un panel à but non lucratif, se glissa à côté de moi et sourit. Alors, dit-elle, les yeux dansant avec une fausse curiosité. J'ai entendu dire que tu as offert des parts pour aider au mariage de ta sœur. C'est incroyablement généreux. Je clignai des yeux. C'est Camille qui t'a dit ça? Eh bien, dit-elle avec un haussement d'épaule. C'est ce qui se dit. C'est faux, dis-je, gardant un ton égal. Son sourire se figea une demi-seconde. Oh bien, d'accord. Je ne voulais rien dire de mal. Bien sûr que non, dis-je en posant mon verre. Mais la prochaine fois que tu entends quelque chose sur moi, demande-moi peut-être d'abord. Je ne suis pas si difficile à joindre. Elle s'éloigna, et je restai la sentant un frisson remonter le long de ma colonne vertébrale. Pas le genre qui fait frissonner, mais le genre qui donne envie de commencer à barricader les fenêtres. C'était à ça que ça ressemblait d'être surpassé en public, mais pas pour longtemps. Je rentrai chez moi ce soir-là et rédigeai 2 notes de service. La première était interne, tout accès système non enregistré sous des identifiants exécutifs sera révoqué immédiatement. La seconde était externe, toutes les demandes des médias concernant la structure de l'entreprise seront acheminées via le service juridique, sans exception. Puis j'envoyai un court message privé à Asia. Il voulait que je sorte de ma propre histoire. Il pensait que je resterais silencieuse. Elle répondit, tu es prête?
Je répondis, plus que jamais. Je m'assis dans ma chaise pendant un long moment après ça, pas en colère, pas effrayé, concentré. Il ne s'agissait plus de gagner. Il s'agissait de ne pas me perdre. Je ne posais aucune question. Je n'en avais pas besoin. Au moment où la voix d'Asia se tendit à l'autre bout du fil, je savais déjà quel genre de trahison m'attendait sur mon écran. J'ouvris le fichier qu'elle avait transféré. Un autre projet de communiqué de presse. Celui-ci non pas d'investisseur ou de contact presse, mais de l'équipe de mariage de Camille. Objet, un héritage de sœur, un avenir partagé. Le texte était un cours magistral de manipulation. Suite à un geste inspirant de confiance et d'unité, commençait-il, nous sommes ravis d'accueillir Damien dans notre héritage familial partagé, non seulement par le mariage, mais par la vision. On aurait dit que j'avais remis l'entreprise dans un moment de dévotion fraternelle alimentée au champagne. Il y avait même une ligne suggérant une bénédiction de cofondatrice, ce qui me fit froid dans le dos. Je ne jetais pas mon ordinateur portable à travers la pièce. Je ne criais pas dans le vide. Je me levai simplement, marchai jusqu'à la cuisine, versai un verre d'eau et le bus lentement, froid, contrôlé. Puis, comme si l'univers le chronométrait pour un effet cinématographique, on frappa à la porte, pas fermement comme le coursier de chez Martin, c'était plus doux, hésitant. J'ouvris pour ne trouver personne, mais une petite enveloppe matelassée reposait à mes pieds. Pas d'adresse de retour. Mon nom écrit d'une écriture penchée que je ne reconnaissais pas. Je la portai à l'intérieur et l'ouvris avec des ciseaux, prenant soin de ne pas déchirer ce qui était à l'intérieur. Une lettre pliée serrée et une seule photo. La photo était délavée mais intacte. Une femme d'environ mon âge debout devant un bâtiment en briques. Une plaque derrière elle qui lisait le groupe éducatif Matson. Une note manuscrite au dos, mai 2015. J'avais l'habitude de me tenir ici fièrement. La lettre à l'intérieur était plus précise que je ne m'y attendais. Pas d'introduction dramatique, pas d'histoire, juste des lignes comme des lames. J'étais toi autrefois. J'ai construit quelque chose à partir de rien. Et j'ai aimé quelqu'un qui m'a dit que l'amour signifiait partager. Il a dit que nous serions plus forts ensemble. Que la famille n'avait pas besoin de contrat. Alors, je lui ai remis des parts, ignoré les signes avant-coureurs, et me suis dit que ce n'était que de la paperasse. Je continuais de lire, respirant à peine. Il est parti 6 mois plus tard, a emporté la moitié de l'entreprise avec lui, a dit que c'était son droit. Loi sur les biens matrimoniaux. Les tribunaux ont accepté, et j'ai appris à la dure que personne ne pleure la femme qui a trop donné. Ils prennent juste ce qu'elle a laissé derrière et continuent de marcher. La phrase finale était gravée dans mon esprit. Ne les laisse pas déguiser le vol en dévotion. Pas de signature, juste une initiale. Oh. Je m'assis et tins la lettre comme si elle pouvait s'échapper si je clignais des yeux. Pendant un moment, je laissai mes yeux se fermer. Pas d'épuisement, de clarté. 2 jours plus tard, Valérie m'invita à dîner. Ce n'est pas un piège, dit-elle au téléphone. C'est juste en famille. Nous devons parler calmement. Plus d'avocats. Plus de froideur. J'acceptais, mais pas parce que je la croyais. J'avais besoin de voir par moi-même quelle ligne il franchirait ensuite. La maison semblait la même que toujours, propre, ordonnée. Une bougie brûlant sur la table d'entrée, de la musique venant faiblement de la salle à manger. Camille et Damien étaient déjà assis à la longue table en chêne, tous deux dans des tons de beige doux, comme s'ils s'étaient coordonnés pour un shooting lifestyle. Valérie m'accueillit à la porte avec une bise sur la joue et un sourire serré. « Asseyons-nous, dit-elle. Je le fis. Personne ne toucha son assiette. Au lieu de cela, Valérie se leva et marcha jusqu'au salon, récupérant un épais album photo, le genre relié en cuir, lourd de temps. Elle le plaça devant moi, ses doigts reposant doucement sur la couverture. « Inès, commença-t-elle, la voix tremblant déjà. Tu ne te souviens peut-être pas de tout ça, mais nous si. Ta sœur a tellement fait pour toi. » Elle ouvrit le livre. Page après page de photos d'enfance. Camille lassant mes chaussures. Camille m'aidant avec mes devoirs. Camille debout à ma remise de diplôme. Chaque image soigneusement sélectionnée. Chaque souvenir cadré à travers son objectif. Elle t'a porté à travers tout, dit Valérie, la voix se brisant. Elle a fait des sacrifices dont tu ne sais même rien, ajouta doucement Camille. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Jusqu'à maintenant.
Valérie tourna une page où je pleurais à l'âge de 6 ans. Mon visage rouge tandis que Camille me tenait. Tu lui es redevable, chuchota Valérie. Puis avec sa voix craquant, si tu ne fais pas ça, nous perdons tout. Je fixai la page. Je fermai l'album doucement. Puis je me levai. Tout le monde se tut. Si tout dépend de ma disparition, dis-je calmement, alors peut-être que cela mérite d'être perdu. Je laissai le livre sur la table. Je n'élevai pas la voix. Je ne pleurais pas. Je ne claquai pas la porte. Je sortis, montai dans ma voiture et reconduisis vers la ville sans allumer la radio. De retour à mon appartement, la ligne d'horizon s'illumina autour de moi comme toujours. Stable, impersonnel. Je sortis le fichier vidéo sur mon bureau, celui que j'avais commencé à créer il y a des semaines, mais que je n'avais pas osé finir. Je cliquai dessus, appelai l'équipe audiovisuelle. Le fichier vidéo, chargez-le, dis-je. Je l'envoie. Au moment où je terminais l'appel avec l'équipe AV, je marchais vers la fenêtre et regardais la lumière matinale filtrer à travers le centre-ville de Lyon. Les dimanches matins avaient toujours une étrange immobilité, comme si toute la ville retenait son souffle. Je retins le mien aussi, quelques secondes de plus que d'habitude avant d'enfin expirer. La décision était prise. Je n'assisterai pas au mariage de Camille. À 8h14, mon téléphone vibra avec un dernier message de Valérie. Il est encore temps de venir faire la bonne chose. Je ne répondis pas. Je n'ouvris pas le message. Je le transférai dans un dossier que j'avais intitulé « Préserver ». Puis j'ouvris un fil séparé et envoyai un texto à Asia. Lance-le. Pas d'émoji. Pas d'autre explication. Je pris une douche, enfilai un t-shirt en coton gris et un jean, et fis une théière. Je n'avais pas envie de vin. Pas aujourd'hui. Mon estomac n'aurait pas pu supporter le poids. Je m'installai dans mon fauteuil usé, ouvris mon ordinateur portable et lançai le flux en direct de l'événement. Le lieu bourdonnait déjà. La salle de réception à Villefranche avait été convertie en ce qui ressemblait à une page de magazine soigné, arche florale, lustre en cristal, éclairage rose subtil. Les invités arrivaient, tous vêtus de tons printaniers pâles. Je repérais des visages familiers, collègues, vieux amis de la famille, des gens qui m'avaient un jour félicité d'avoir créé quelque chose à partir de rien. À 10h30 précise, la cérémonie commença. Damien se tenait grand à l'autel, son costume sur mesure épousant ses épaules comme s'il avait été fait pour l'ambition. Camille entra dans le cadre peu après, rayonnante dans une robe en dentelle dos nu, cheveux balayés en ondulations douces. La foule se leva et se tourna comme chorégraphiée. Elle rayonnait comme si rien ne l'avait jamais touchée. Comme si la trahison n'était qu'un mot qui arrivait aux autres. Je ne regardais pas les vœux. Je mis le flux en sourdine et attendis le moment après les toasts. Le point où la tension se poserait, l'énergie s'adoucirait, et tout le monde serait prêt à absorber quelque chose qu'il n'avait pas préparé. À exactement 12h07, les lumières de la salle de réception s'atténuèrent légèrement, et l'écran du projecteur descendit. Je pouvais voir la confusion onduler à travers la salle. L'écran flasha noir, puis du texte blanc apparut. Il y a toujours deux côtés à une histoire. Voici la mienne. Je sirotais monté alors que la première image apparaissait. Une capture d'écran du projet de contrat que l'équipe de Camille avait prétendu que j'avais approuvé, suivi du journal du serveur montrant l'accès de Damien depuis son IP domestique. Puis un extrait de la voix de Camille sur un appel téléphonique enregistré. Elle craquera. Elle le fait toujours. La salle à l'écran était devenue totalement silencieuse. Les fourchettes s'arrêtèrent en l'air. Quelques personnes regardèrent vers Camille, dont le sourire s'était figé comme un masque craquant sous la pression. Puis vint ma voix, mesurée, calme, stable. Je n'ai jamais demandé à faire partie d'une performance. Je n'ai jamais accepté d'être la toile de fond de l'histoire de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de gâcher une journée. Il s'agit de récupérer des années de silence. J'ai construit quelque chose de mes propres mains. Ils ont essayé de le prendre en utilisant les miennes. Je ne les laisserai pas faire. La vidéo se fondit au noir. Pas de musique, pas d'applaudissements, rien. Je regardais Damien se tourner vers Camille et marmonner quelque chose qui la fit reculer. Quelqu'un dans le coin de la salle applaudit lentement. Une femme plus âgée que je reconnaissais vaguement des événements de l'église. Elle se leva, hocha la tête vers l'écran, puis sortit. Camille resta enracinée. Valérie se tenait derrière elle,
une main pressée sur sa poitrine. Puis, sans un mot, elle s'effondra sur sa chaise. Le flux coupa sur de la statique. Je fermai l'ordinateur portable et le mis de côté. Je n'acclamais pas. Je ne pleurais pas. Je me levai, remplis ma tasse de thé et marchai vers la fenêtre. Dehors, des enfants faisaient du vélo. Un couple promenait un chien. Quelqu'un fit signe à un voisin de l'autre côté de la rue. La vie continuait comme toujours. Quand je vérifiai ma boîte de réception 1 heure plus tard, les objets étaient infinis. Je suis tellement désolé. As-tu vraiment fait tout ça seul? Tu n'étais pas la méchante. Tu étais l'avertissement. Certaines personnes s'excusèrent. D'autres avouèrent avoir cru la version de Camille jusqu'à maintenant. Quelques-uns envoyèrent simplement des emojis ou des gifs, ne sachant pas comment s'engager autrement avec une femme qui venait de brûler l'illusion dans laquelle tout le monde était confortable. Mais il y avait un message qui attira mon attention. Il venait de quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis 5 ans. Objet, ta voix. J'ai regardé ce que tu as fait. J'ai été là où tu étais. Je n'ai pas parlé. J'ai tout perdu. Toi non. J'espère que tu continueras de parler. Je ne répondis pas. Pas encore. Je me penchai en arrière dans ma chaise, le thé refroidissant à côté de moi, et regardai à nouveau par la fenêtre. Et puis à 15h42, un dernier message apparut de Valérie Beringer. Objet, ton comportement. Tu n'es plus invité à aucun futur événement Beringer. Cela faisait 2 semaines depuis le mariage. 14 jours de silence délibéré de certains coins de ma vie et d'échos obsédants d'autres. Le genre de silence qui ressemble à quelqu'un fermant une porte sans la claquer. Le genre qui pend dans l'air, lourd et attendant d'être nommé. Le lendemain de la diffusion de la vidéo, celle qui avait illuminé la réception comme un feu électrique inattendu, exposant les secrets en haute définition et figeant la salle dans un calme stupéfait, je disparus. Je ne postai rien. Je ne pris pas d'appel. Je n'offris pas de déclaration, de réfutation ou d'excuse. Je laissai la poussière monter et j'attendis qu'elle retombe d'elle-même. Il s'avère que le silence dit souvent tout plus fort que les mots ne le pourraient jamais. Le lundi matin de la 2e semaine, j'étais assise seule dans mon bureau, un espace qui ressemblait encore à un chantier en cours, bien que j'y ai emménagé il y a des mois. Un café tiède reposait entre mes paumes. La lumière filtrant à travers les stores coupait la pièce en rectangle d'ombre dorée. L'écran de l'ordinateur brillait de titres non lus. Je n'avais pas été assez courageuse pour cliquer dessus jusqu'à maintenant. Je ne savais pas à quoi je m'attendais. Scandale, honte, spectacle, peut-être les 3. Mais au lieu de cela, je trouvais ceci, une directrice RP fait face à un examen éthique après qu'une vidéo familiale devienne virale. Les sœurs Beringer rompent les liens. Des sources disent que des poursuites sont peu probables, mais pas exclues. Mariage retardé. Des sources proches des Boissier ont confirmé que le partenariat est en pause. Je lus chaque ligne lentement, soigneusement, comme en passant mes doigts sur le contour d'un bleu, apprenant sa forme avant qu'il ne puisse s'effacer. Il n'y avait pas de procès en cours. Pas de plainte pénale, pas d'excuses publiques, mais les réputations, elles, s'étaient fissurées. Et dans cette ville, quand la surface craque, elle ne guérit pas, elle s'élargit. Le cabinet immobilier de Damien publia une déclaration tard vendredi. Nous avons choisi de nous séparer mutuellement et respectueusement de Monsieur Boissier. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses futurs projets. L'entreprise reste engagée à refléter les normes éthiques les plus élevées tant dans le leadership que dans la culture. Poli comme la trahison l'est toujours. Il n'était pas viré, mais il n'était pas invité à rester non plus. Camille, d'autre part, disparut de la vie publique comme si elle n'y avait jamais été. Son nom disparut tranquillement de 2 flyers d'événements à venir. Son agence n'émit aucune déclaration, mais tout le monde savait ce que le congé indéfini signifiait dans cette industrie. Son équipe était secouée. Les rumeurs internes disaient que personne ne s'attendait à ce qu'elle revienne, mais personne n'osait le dire à voix haute. Pas encore. Dehors, la circulation avançait régulièrement le long de la rue de la République. Le business comme d'habitude. Les joggeurs matinaux, les gens en costume, les promeneurs de chiens, les klaxons résonnant au loin. Le monde ne s'était pas arrêté. Mon monde avait juste changé. Le curseur clignotait vers moi sur l'écran et puis un nouvel email. Pas d'objet, pas de préambule de mon père. Je l'ouvris avec le genre de respiration qu'on prend avant de plonger dans l'eau froide.
À l'intérieur se trouvait une photo scannée de la une du Monde pliée proprement pour montrer la couverture des retombées du mariage. La copie numérique d'un livre obscur était jointe. Un recueil d'essais qu'il avait toujours aimé. C'était sur le stoïcisme. Je me souvenais de La grâce sous le feu. Des citations de Marc Aurèle et des métaphores sèches sur la force. Pas de notes. Pas de « je suis fier de toi ». Pas de « je suis désolé ». Juste une tape intellectuelle sur l'épaule comme toujours. Et étrangement, cela ne piqua pas. Cela ne perça pas. Cela confirma simplement ce que j'avais su depuis le début. Il n'allait jamais dire ce qui comptait. Pas directement, seulement à travers des citations ou des réflexions de seconde main, seulement à travers des cadeaux qui arrivaient des années trop tard, enveloppés de silence. À 15h04, on sonna à la porte. J'ouvris pour trouver une petite boîte en carton adressée depuis Saint-Étienne. L'étiquette de retour était tapée à la machine. Pas d'expéditeur listé. À l'intérieur une lettre, une différente. Fier de ce que tu as fait. Peu le font. Non pas parce qu'elles ne peuvent pas, mais parce qu'on leur a dit que cela ne valait pas le bruit. J'ai cru ce mensonge. J'ai tout remis et je ne me suis même pas battu. Tu l'as fait. Ça compte. Je construis quelque chose. Un espace pour les femmes qui ont été effacées de leurs propres histoires. Si tu es prête à transformer le feu en structure, j'aimerais que tu m'aides à le façonner. Tu es partante? Je la lus 2 fois. Puis encore. Il n'y avait pas de flatterie, pas de langage dramatique, juste la vérité, honnête, brute, méritée, envoyée par une femme qui avait vécu dans les cendres assez longtemps pour savoir où commence le feu. Je marchais jusqu'à la cuisine, versais du thé frais, et puis je tapais ma réponse. Faisons en sorte que personne d'autre n'ait à survivre comme nous l'avons fait. J'appuyais sur envoyer, fermais l'ordinateur portable. Ce soir-là, j'enfilai un pull léger et descendis vers les berges du Rhône. Le chemin était exactement comme dans mes souvenirs. Serpentant à côté de l'eau comme un fil à travers la mémoire. Des joggeurs zigzagants, des chiens tirant sur leur laisse, des enfants nourrissant les canards, même si le panneau disait de ne pas le faire. Je trouvai un banc vide. Je m'assis, laissai mes mains reposer sur mes genoux. De l'autre côté du sentier, un couple se tenait sous les arbres. Des photos de mariage en cours. La mariée, rayonnante, riait de quelque chose que le marié chuchotait. Il embrassa sa main comme si le monde n'existait pas en dehors de leur cercle. Et je ne ressentis ni amertume ni envie, juste de la reconnaissance. Il fut un temps où je voulais ça. Mais maintenant je voulais autre chose. Pas une preuve d'amour, mais une preuve de soi. Je me levai, brossai des miettes imaginaires de mon jean, marchai à nouveau. Quand je rentrai, je vidai le reste du thé, rinçai la tasse, la plaçai à l'envers sur l'égouttoir. Il y avait un dernier message en attente. Objet, aucun. Expéditeur, Valérie. Inès. Nous avons revu les images. C'était inutile. Cruel. J'espère que tu es heureuse. Je fixai les mots. Puis calmement, je déplaçai le message dans un dossier intitulé Impasse. Pas de réponse, pas de colère, juste une conclusion. Je n'ai jamais reçu de merci pour m'être protégé, mais je n'en ai plus besoin. Parfois, la famille n'est pas définie par le sang. Elle est définie par les limites.